c'est pas possible. Yo, bienvenue dans ce nouveau débrief des Diables où nous allons bien entendu parler de ce fiasco qui a été le match Belgique-France. Alors encore une fois, la Belgique chute face à son meilleur ennemi, alors que le début de match nous laissait présager une démonstration, une domination totalement à l'avantage des Diables Rouges. Mais malheureusement, autant mes pronostics sont complètement pourris, autant les critiques que je pointe du doigt depuis l'Euro sont une nouvelle fois ressorties. Et au vu du match, très honnêtement, j'aurais préféré me tromper. Alors, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, même si vous pouvez m'engager en tant que consultant, je ne tente rien à rien. Mais si jamais, vous pouvez aller voir mes anciens débriefs, et je pourrais y revenir un peu plus tard, vous verrez que c'est très clairement les points qui ont causé notre défaite qui ressortent systématiquement. Donc, dans ce numéro, on va passer directement au bilan de la rencontre, car je ne trouve pas pertinent d'encenser la première mi-temps de la Belgique pendant 15-20 minutes pour ensuite les descendre de la manière la plus arbitraire possible. Avant de commencer, si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo dans l'espoir de trouver de quoi alimenter votre moteur d'animosité, que ce soit du côté belge ou du côté français, pour continuer cette guéguerre du niveau cours d'école, je vous invite à quitter cette vidéo et à aller vous rassasier des commentaires haineux et rageux que vous pouvez trouver de chaque côté sur les réseaux sociaux. So let's talk football. Voyons comment la Belgique a encore une fois montré son meilleur visage, mais aussi de quoi elle était capable dans le pire des cas. Donc, 2-3 choses notables avant de rentrer plus en avant dans le bilan de cette rencontre. 2 absences significatives, une de chaque côté. L'absence de Thorgan Hazard pour la Belgique et celle de N'Golo Kanté. Donc, pour Thorgan Hazard, je ne sais pas, ça n'a pas sorti dans les médias, en tout cas la raison, en tout cas elle n'a pas été donnée par M. Martinez. Pour N'Golo Kanté, on sait qu'il a été touché par le Covid, qu'il a manqué les dernières rencontres de Chelsea et que même si ça arrivait sur la fin de sa nécessité d'isolement, il n'a pas pu participer à la rencontre. À côté de ça, la France a un peu remanié son système de jeu et s'est retrouvée en 3-4-3, ce qui a donné une opposition un peu miroir avec deux équipes qui jouaient de la même manière et qui nous a offert un début de match, de mon point de vue, assez équilibré, même si le nombre d'actions s'est révélé plus à l'avantage de l'équipe belge. Et je trouve que ça a été plutôt flagrant dans le déroulement de cette première mi-temps, tant les équipes arrivaient à se neutraliser avec cette ligne de défense à 5, où les deux équipes avaient énormément de mal à trouver leurs joueurs offensifs, Lukaku, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Et c'est là que ma première grosse critique va ressortir, c'est que la Belgique joue avec ce système de 3-4-3 depuis maintenant plusieurs années et nous avons été incapables de taper là où ça faisait mal dans un système encore assez expérimental pour l'équipe de France qui, de mon point de vue, même si cela n'a pas été parfait, a fait un match défensif tout à fait correct et a réussi à nous bloquer dans les domaines où nous étions les plus à l'aise. Et donc, ce n'est pas normal de commencer une rencontre en ayant 8 actions franches de mon point de vue, contrairement à ce qu'on pouvait retrouver dans des rencontres passées. On a eu quand même des actions de but sérieuses et des arrêts quand même très importants de la part de Hugo Lloris. Mais d'un autre côté, comment est-ce possible, même si l'équipe adverse met du pressing, qu'on n'ait aucune solution et qu'on se retrouve à 0 occasion pendant plus de 30 minutes dans la seconde période? C'est totalement aberrant. Et pour le coup, je suis bien obligé de tirer mon chapeau, même si je n'en ai pas, à l'équipe de France, car même s'ils étaient dans un système qu'ils ne maîtrisaient pas totalement, ils ont réussi à faire la différence sur l'investissement, ont montré quel est l'état d'esprit d'un vrai champion, n'ont rien lâché, nous ont direct fait douter quand l'équipe s'est relâchée, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et ont fait le match qu'ils devaient, qui, de mon point de vue, est un match abouti, tant ils ont su relever la tête et que nous avons fait l'extrême opposé, je vais dire, durant notre rencontre. On a donc une première mi-temps quasiment parfaite de l'équipe belge avec un mouvement offensif très intéressant mené par le maestro Eden Hazard qui a réalisé une première mi-temps fabuleuse dans tout ce qui est de la construction des attaques belges. Et malgré quelques erreurs pour notre milieu de terrain, la fluidité de notre jeu offensif laissait présager une maîtrise de notre équipe pour le reste du match.
Surtout que la défense arrivait à tenir la baraque de manière remarquable sur cette première mi-temps, à l'image de Denayer qui a réalisé une première mi-temps quasiment parfaite où il n'a commis aucune erreur et récupéré énormément de ballons. Et bien entendu, cet état d'esprit et cette apparence tout à fait prodigieuse que peut avoir l'équipe qui montre que ces joueurs ont quand même un niveau assez incroyable lorsqu'ils jouent libérés, je vais dire, dénote tout à fait avec cet état d'esprit duquel ils sont sortis des vestiaires pour cette deuxième mi-temps. Alors cette fameuse deuxième mi-temps, j'ai pu voir les différents retours dans la presse, donc je ne vais pas commenter ces provocations qui sont encore une fois ressorties et totalement inutiles, mais on parle souvent de complexe d'infériorité par rapport à la France, mais le problème est beaucoup plus profond que ça, et pour s'en rendre compte, il faut arriver à suivre la Belgique sur d'autres matchs. Car cet état d'esprit totalement battu, je vais dire, complètement battu alors qu'on mène au score, est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, et c'est quelque chose qui s'est passé dans le match contre la République tchèque, précédemment lors de la qualification pour la Coupe du Monde. Ce match-là, la Belgique l'a gagné 3-0, mais uniquement parce que les buteurs titulaires de la République tchèque n'étaient pas présents. Et si jamais vous voulez confirmation de ça, vous pouvez aller voir mon débrief précédent. Donc encore une fois, on se retrouve à mener au score 2-0, donc une avance assez confortable, une équipe qui est bien installée dans ce jeu. Et donc comment expliquer qu'à la sortie des vestiaires, l'équipe semble totalement abattue et donne l'impression de ne plus avoir envie de jouer et de laisser faire l'équipe adverse qui, elle, au contraire, a vu ses cadres ressortir et fait en sorte qu'il motive l'équipe de France à remonter au score et d'aller décrocher cette victoire. Donc, même si M. Martinez, en déclaration d'après-match, semblait avoir dit qu'il essayait de motiver les troupes et de ne pas trop leur mettre la pression, comment expliquer que à chaque retour de vestiaire, lorsque l'équipe mène au score, la manière de jouer de notre équipe dénote totalement de la première mi-temps? Je ne sais pas ce qu'il leur dit systématiquement, mais on sent que ça impacte psychologiquement les joueurs et que ça porte préjudice à l'état d'esprit global qui fait en sorte que on passe de équipe capable de rivaliser avec les meilleurs à équipe qui peut se faire battre par n'importe qui, littéralement. Car je le dis et je ne cesserai de le répéter, jouer un mode de jeu attentiste et bloc bas est totalement contre nature pour notre équipe qui a forte vocation offensive, et je peux comprendre que si on demande aux joueurs de rester bas et de laisser venir l'adversaire pour garder le score, qu'ils soient totalement démotivés et n'aient plus envie de se donner sur le terrain. Ajoutez à cela notre défense qui a de plus en plus de mal à tenir sur la durée totale d'un match, ce qui est compréhensible pour des joueurs comme Vertonghen et Alderweireld qui commencent à se faire âger et qui n'évoluent plus à des niveaux très élevés de compétition, je vais dire. Comment expliquer un tel retour des vestiaires, sachant que l'équipe mène 2-0 dans une compétition internationale? Alors, pour certains, ce n'est que la Ligue des Nations, mais c'est quand même une exposition pour montrer de quoi une sélection nationale est capable. D'autant plus que on a une chance de pouvoir gagner un titre, donc une reconnaissance pour la sélection qui s'est donnée. Comment expliquer un tel revirement de situation? Et c'est là qu'on peut se demander si l'équipe possède réellement des leaders vocaux au sein des joueurs sélectionnés. Alors, sur le terrain, on a comme leader de jeu Hazard, ça, il n'y a pas de souci. Mais qui est le joueur qui décide de porter ses couilles, et pardonnez-moi pour cette vulgarité, mais qui rentre dans ses coéquipiers et leur fait se bouger le feu un petit peu sur le terrain? J'ai l'impression qu'il n'en a pas. Je pensais que Lukaku en était capable, mais est-il suivi par l'entièreté du groupe? De Bruyne n'a pas l'air d'être quelqu'un de très vocal. Vertonghen et Alderweireld n'ont peut-être pas ce rôle très prenant sur l'équipe. Donc finalement, nous n'avons pas ce que la France a de son côté, des Lloris et des Pogba, qui sont capables, à la manière, je vais faire une référence qui parlera à ceux qui connaissent, d'un Tony Parker en Coupe d'Europe de basket, face à l'Espagne, de rentrer dans le vestiaire et de mal parler à ses coéquipiers pour les faire se bouger. Si le coach n'en est pas capable, si nous n'avons personne dans le vestiaire capable de le faire, ce n'est pas étonnant que derrière, au rentrée des vestiaires, nous ayons l'impression d'avoir affaire à des joueurs qui ont peur de la victoire et qui ne font plus les efforts pour aller la chercher. Alors qu'un troisième, un quatrième but aurait tout à fait été possible. Alors certes, arriver à tenir tout un match sur un tel rythme
physique peut être compliqué, mais on a des joueurs capables de tenir la distance, comme Lukaku, comme Carrasco, comme Axel Witsel. Mais pour les autres, ceux qui ont plus de mal à tenir la route physiquement, les changements existent. Et c'est pour cela qu'ils sont faits, pour remédier à ce baisse de régime dans l'équipe. Et encore une fois, j'insiste, les capacités d'adaptation de M. Martinez quand ça compte ne sont pas bonnes. Soit il ne se pose pas les bonnes questions, soit il ne trouve pas les bonnes solutions. Mais en tout cas, ses choix ne sont pas cohérents avec la physionomie du match lorsque celui-ci a un gros enjeu. Donc nous avons une sortie tardive de Hazard et Tielemans. Hazard qui montrait une baisse de régime physique et Tielemans qui enchaînait un peu trop les erreurs au milieu de jeu, qui ont eu pour moi beaucoup trop de temps de jeu en seconde période. À côté de ça, on a la non-sortie de De Bruyne qui a montré... Alors il a été présent sur les actions, mais il a montré qu'il n'avait pas cette fantaisie qu'on lui voyait d'habitude et qu'il avait du mal à trouver notamment Lukaku dans des situations où il pouvait créer des décalages ou se démarquer. Alors à contrario, l'entrée de Van Aken est pour moi tout à fait pertinente et pouvait donner de la continuité à l'équipe de Belgique. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir essayé de lancer un De Ketelaere qui aurait pu créer ce duo qui fait des choses magnifiques à Bruges et donner un peu plus de vista offensive à l'équipe dans cette seconde période qui a été très très compliquée. À côté de ça, on peut également se demander pourquoi ne pas tenter un Selmakers, puisqu'on voyait également que Timothy Castagne, qui a fait un travail fantastique défensivement, avait du mal à apporter offensivement de son côté. Donc l'entrée de Trossard n'est en soi pas un mauvais choix, mais était-il vraiment le meilleur? J'aurais préféré voir De Ketelaere à sa place, personnellement. Et l'entrée de Batshuayi, pour moi, est totalement aberrante. Non pas que Michy Batshuayi ne soit pas un bon joueur, mais on a besoin de mouvement de balle, on a besoin de construction, et il fait rentrer un buteur qui est là pour mettre des frappes et à la rigueur faire des décalages, mais il n'y arrive pas aussi bien que Lukaku. Donc pourquoi faire rentrer Batshuayi alors qu'on a des joueurs techniques, des joueurs capables de faire des passes, encore comme De Ketelaere, comme Selmakers? On aurait pu même essayer de tenter autre chose, peut-être Luke Bacchio, mais pour moi l'entrée de Batshuayi est tout simplement mal réfléchie. Bien entendu, je ne rejette pas toute la faute de la défaite à M. Martinez, même si pour moi sa gestion de l'équipe reste la raison majeure pour laquelle nous n'avons pas réussi à tenir la distance. Mais ces erreurs récurrentes qui reviennent, mais que ce soit contre la République tchèque, contre l'Italie, contre la France, contre l'Estonie, c'est toujours les mêmes erreurs qui reviennent. On peut se demander si M. Martinez est encore la bonne personne au poste d'entraîneur-sélectionneur pour la Belgique. Alors, bien sûr, on pourrait parler des joueurs en détail, mais au vu de la prestation totalement décevante duquel ils ont fait preuve, difficile d'en tirer un particulièrement du lot. Et je pense d'ailleurs qu'ils doivent être actuellement en train de bien se mordre les doigts de la prestation dont ils ont été les auteurs et surtout regretter de ne pas avoir été en mesure de se procurer cette revanche qu'on attend depuis autant de temps. Donc finalement, la Belgique est restée égale à elle-même. Il n'y a pas eu d'évolution, que ce soit dans le jeu ou dans la mentalité. Et c'est ce qui peut effrayer pour la suite. J'ai du mal à me projeter sur la prochaine Coupe du Monde, mais nous allons essayer de voir ce qui peut être apporté à l'équipe pour essayer de se préparer au mieux pour l'avenir. Alors, que pouvons-nous attendre pour notre équipe pour la suite? C'est une partie que j'ai déjà abordée dans mon débrief précédent et c'est là que je commence à me poser de très fortes questions. Car certes, cette défaite fait mal, mais montre encore une fois que notre équipe doit progresser et aller chercher un état d'esprit plus conquérant que je pensais qu'elle avait réussi à trouver durant la qualification, mais contre les équipes très fortes, ce n'est pas encore le cas. Et cette progression se révèle assez alarmante quand on sait que la prochaine Coupe du Monde 2022 pourrait être la dernière grande compétition pour des joueurs cadres de notre sélection. On peut penser à Eden Hazard, Vertonghen ou encore Alderweireld. Malgré tout, je reste quand même satisfait du niveau global de notre équipe, car elle a montré en cette première mi-temps qu'elle était capable de produire un jeu tout à fait satisfaisant, mais il serait temps de trouver une manière d'arriver à maintenir une telle qualité sur 90 minutes, ce qui me paraît assez compliqué au vu des circonstances actuelles. Donc bravo à l'équipe de France de nous avoir montré ce qu'était la mentalité de champion.
Et maintenant, c'est à nous de tirer les enseignements de cette rencontre au vu de la prochaine Coupe du Monde 2022 qui pourrait très bien être notre dernière chance de gagner un titre avec notre plus grosse équipe. En attendant, nous avons encore un match de la 3e place à jouer, cette fois-ci contre l'Italie, qui sont nos derniers bourreaux et qui ont encore une fois révélé les grosses lacunes que peut avoir notre équipe face à de grosses nations du football. Donc serons-nous capables de prendre notre revanche cette fois face à une équipe qui nous a malmenés? Qu'allons-nous faire preuve encore une fois d'une passivité désobligeante, comme c'est le cas à chaque fois que nous affrontons une grande nation? Et nous aurons les réponses dimanche à 15 h. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre qui, encore une fois, m'a fait très mal au cœur, tant notre équipe est capable de montrer un jeu magnifique. Mais la prestation de cette deuxième mi-temps laisse présager que nous sommes vraiment incapables d'aller chercher des grosses victoires et met en doute notre capacité à enfin gagner ce titre qui ferait en sorte que nous soyons reconnus en tant que meilleure nation. En attendant, je vous donne rendez-vous prochainement pour débriefer le match de la 3e place contre l'Italie. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé dans la rencontre. Petit instant promo, je vous mets en lien dans la barre de description ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre. Pour l'instant, c'est beaucoup de gaming, mais je projette de faire des watch longues dans un futur proche. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.